Bonjour à tout le monde. Pour moi, c'est l'après-midi. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça fonctionne bien? Très Parfaitement. bien. Eh bien, écoutez, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Un petit peu stressée aussi, parce que j'entendais donc Diane qui avait hâte d'entendre ce que je pouvais dire aussi à ce sujet. Et j'admets que je me suis bien reconnue aussi dans ces questionnements. Je me suis longuement questionnée tout au long de ma thèse. Je vais vous en parler aujourd'hui. Alors, je vais essayer de situer un petit peu ma prise de parole en premier lieu. Donc, je me situe en sciences du langage, comme vous l'avez rappelé, Julien. Donc, je vais prendre ma source dans diverses disciplines. Je suis en didactique du français langue seconde et donc je vais m'inspirer donc, de la sociologie, des sciences de l'éducation, etc. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai intitulé ma communication par une question. Quid de la relation avec les informateurs lorsque le chercheur est également enseignant au sein de leur établissement? Avantages et limites de cette double casquette. Donc, ma présentation va se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, je voudrais vous présenter un peu le contexte de mon étude, de l'étude sur laquelle prend appui cette communication, et puis rapidement le sujet de l'étude aussi. Ça me permettra ensuite de mieux contextualiser mes propos et les exemples que je vous fournirai. Ensuite, je vous exposerai les questionnements qui guideront mon exposé et qui rejoindront beaucoup de ceux de Diane Ridel, qui a pris la parole précédemment. Et puis, enfin, je vous ferai part, bien évidemment, de mes réflexions et propositions. Alors, en ce qui concerne le contexte, vous le savez sans doute, mais en France, comme au Canada d'ailleurs, le nombre d'élèves nouvellement arrivés est en évolution constante. Ces chiffres comprennent les élèves allophones et francophones, mais aussi des mineurs non accompagnés. Donc, pour rappel, les mineurs non accompagnés sont des personnes âgées de moins de 18 ans, de nationalité étrangère et qui se trouvent sur le territoire français sans adulte responsable. Alors, certaines régions du sud de la France sont particulièrement concernées, et c'est le cas de l'Occitanie, où l'étude a été menée. Parmi ces élèves qui arrivent en France, donc une part importante arrive du continent africain, pour ne pas dire la majorité, et c'est particulièrement le cas pour les MNA, donc les mineurs non accompagnés. On fait donc face à des répertoires linguistiques qui présentent des langues et cultures pratiquées exclusivement à l'oral, comme l'arabe marocain, le bambara, le peul, le malinké, entre autres. Et parmi ces élèves, c'est particulièrement le cas des MNA une fois encore, nombreux sont ceux qui n'ont pas été scolarisés, ou très peu, du moins, ou irrégulièrement. Ça donne donc lieu à des besoins spécifiques sur le terrain. Donc, je vous ai proposé quelques illustrations pour appuyer mes propos. Donc, vous voyez que la première montre l'évolution constante de l'arrivée des mineurs non accompagnés sur le territoire français. La deuxième met en évidence que la majorité d'entre eux sont en âge d'être scolarisés en lycée. Ils ont entre 15 et 17 ans. Et donc, la troisième illustration montre qu'effectivement, le continent africain, et plus particulièrement l'Afrique de l'Ouest, est très concerné. Et enfin, la dernière illustration montre qu'effectivement, l'Occitanie, région dans laquelle l'étude a été menée, est parmi les régions les plus concernées par ce phénomène. Alors, si je vous présente ce contexte, c'est bien parce que j'ai moi-même fait face à ce public en tant qu'enseignante de français langue seconde pendant 4 années consécutives au sein d'un lycée professionnel et auprès donc de mineurs non accompagnés. Le profil, je ne vous le représente pas, il s'agissait vraiment des élèves dont je vous ai parlé précédemment. Alors, il s'agit donc d'adolescents isolés qui ont quitté leur famille, leur pays, qui ont des parcours migratoires particulièrement complexes. Je n'aborderai pas les traumatismes qui peuvent découler d'un passage dans certains pays tels que la Libye. Malheureusement, on connaît tous la situation actuelle. Leur situation administrative en France est souvent source d'inquiétude aussi, et elle vient s'ajouter à ces traumatismes déjà vécus. Donc, au vu des parcours de ces élèves, les enjeux de ma mission ne concernent pas seulement, entre guillemets, les aspects linguistiques, culturels et méthodologiques. Ils recouvraient aussi des besoins psychologiques et affectifs. Il faut bien admettre que de toute façon, qu'en réalité, sur le terrain, l'enseignant de français langue seconde est bien souvent le point d'entrée et le point de repère, en quelque sorte, de ces élèves au sein de l'établissement et au sein de ce nouvel environnement scolaire, d'autant plus pour des MNA qui très souvent sont très isolés et n'ont pour seul point de repère que leur éducateur, et qui bien souvent est très débordé aussi au vu du nombre de jeunes qui leur sont confiés. Alors, durant ces mois d'enseignement, ça donne lieu forcément à une relation spécifique et plus ou moins intense aussi. Ce sont des jeunes qui me demandaient conseil, qui se confiaient à propos de leurs difficultés, de leurs inquiétudes, qui me parlaient de leurs projets.
Lorsque j'intervenais encore au lycée, ils étaient nombreux, même en dehors des cours ou les années suivantes, à passer dans la classe, me saluer, me demander, me donner des nouvelles. Et encore aujourd'hui, j'échange avec certains d'entre eux. Ils m'envoient régulièrement des messages, on reste en contact téléphonique. Alors, vous l'aurez compris, il est difficile ici, en si peu de temps, de rendre compte de mon implication dans cette mission. Mais c'est une mission qui m'a beaucoup marquée d'un point de vue, certes pédagogique en tant qu'enseignante, mais aussi humainement. Donc, ça a soulevé bien des questionnements de mon côté, puisque c'est dans ce contexte que ma thèse a débuté et que mes questionnements sont nés. À la suite d'observations, d'échanges avec les élèves, avec les collègues, avec l'ensemble de l'équipe pédagogique dans l'établissement, mais aussi avec les éducateurs. Je peux donc qualifier ma démarche d'inductive et d'empirique. J'ai ensuite construit et orienté ma réflexion en puisant dans la littérature scientifique. J'ai tenté d'apporter certains éléments de réponse, parfois difficilement. Alors, je rappellerai très brièvement mon objet d'étude, tout simplement pour aussi expliquer les exemples que je vais vous fournir juste après. Je me suis plus particulièrement intéressée à leur rapport à l'écrit en français langue seconde, au vu des langues de tradition orale qu'ils pratiquaient. Donc, voilà. Donc, c'est sans surprise, comme le sous-entendait l'intitulé de mon exposé, que j'ai endossé une seconde casquette à celle d'enseignante, s'est ajoutée celle de chercheuse. J'ai procédé à la collecte de données dans cet établissement et je précise d'ailleurs que durant toute cette phase, j'intervenais toujours en tant qu'enseignante. Concernant la démarche, le protocole méthodologique, j'ai procédé, entre autres, pas seulement, mais à des entretiens semi-directifs individuels. J'en ai mené 23 auprès d'élèves allophones et francophones de l'établissement. 10 avaient suivi mes cours précédemment, et ils étaient quasiment tous mineurs non accompagnés, et 13 d'entre eux étaient élèves allophones ou francophones qui faisaient partie de l'établissement, mais qui n'avaient pas suivi mes cours précédemment. De cette façon, l'ensemble des interviewés m'identifiaient au minimum comme étant enseignante au sein de l'établissement et pour certains, j'avais été leur enseignante de français langue seconde par le passé. Pendant les entretiens, je précise qu'au vu de mathématiques, je les interrogeais donc sur leur répertoire langagier, leur pratique scolaire et personnelle de lecture-écriture, leur rapport à l'école, leur environnement familial, passé et actuel, et leur parcours scolaire. J'en viens donc à la problématique de mon exposé. Oui. Et au fait donc que mener ces entretiens n'a pas été forcément simple et a soulevé bien des questionnements. Lors de ces entretiens, j'étais certes chercheuse, mais aussi enseignante au sein de cet établissement et aux yeux des participants. Je précise une fois aussi d'ailleurs que ces entretiens ont eu lieu dans cet établissement, ce qui n'est pas non plus anodin. Je me suis alors demandé ce qu'il en était de la relation entre le chercheur, donc moi et l'informateur, ici les élèves de l'établissement, comment je pouvais appréhender les spécificités d'une telle relation dans un tel contexte, d'un point de vue méthodologique et éthique, et comment je pouvais m'assurer de la validité des données collectées et produites. Je me suis aussi beaucoup questionnée concernant ma subjectivité, les représentations des interviewés me concernant, les miennes, les concernant, ce qui pourrait aussi influencer les données lors de la collecte, puis lors de l'analyse. Je me suis aussi questionnée concernant les limites, mais aussi les bénéfices, et vous verrez qu'il y en a, à mon avis. C'est mon point de vue, en tout cas, d'un tel contexte et d'une telle relation. Certains éléments sont apparus dès le début de la recherche, mais beaucoup sont apparus pendant, puis ont mûri au fil du temps, heureusement. Et parfois, ce que je percevais initialement comme problématique, mais finalement apparu comme très positif. Et nous allons le voir ensemble maintenant. J'en arrive donc aux éléments de réponse. Donc pour cette partie, je vais la diviser en deux. La première partie sera davantage un constat en 3 points qui va présenter plutôt les limites de cette relation et les potentiels risques de biais. Et puis la seconde partie mettra davantage en évidence les conséquences que j'ai qualifiées d'heureuses de ce contexte et de cette relation chercheur-informateur. Alors, le premier point concerne le paradoxe de l'observateur et les effets de légitimité. Je prends ici appui sur la sociologie et plus précisément les travaux de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, de Philippe Blanchet ou de Bernard Lahire. Ce paradoxe se concrétise par des attitudes et discours d'ajustement de l'informateur à l'enquêteur et à la... Donc, ces attitudes et discours sont liés à des représentations qui donc peuvent influencer les propos et l'attitude des interviewés.
et donc les données collectées et produites. Il y a aussi les effets de légitimité qui sont associés à la hiérarchie, au rapport de force ou de pouvoir, en tout cas dans l'environnement dans lequel la collecte de données a lieu. Je me suis donc beaucoup questionnée sur la potentielle influence de cette double casquette. Quelle représentation de moi pouvaient avoir les interviewés? Quelle pourrait être l'influence de ces représentations sur les entretiens? De quelle façon aussi le lieu de l'entretien, qui était une salle de classe, pouvait influer sur les propos et l'attitude des interviewés? Alors, lors de l'entretien, je dirais que la posture d'enseignante peut renforcer celle du chercheur-enquêteur et donner lieu à une dynamique dominant-dominé ou guidant-guidé, comme on peut le voir parfois dans certaines salles de classe, selon les pratiques, les choix pédagogiques de l'enseignant. Et je me suis beaucoup questionnée concernant, je l'ai notamment remarqué lors des entretiens, et je me suis beaucoup questionnée lorsque je remarquais que l'interviewé restait plutôt passif, et je devais donc multiplier les questions lors des entretiens, ce qui rendait l'entretien particulièrement directif. Donc je me suis aussi, c'est comme le disait Luc Bonneville précédemment, beaucoup questionnée au statut, en fait, quant à l'étiquette qui pouvait m'être associée du côté de l'interviewé, ce qui me percevait à ce moment-là en tant qu'enseignante, en tant que chercheuse. Est-ce que cette double casquette pouvait avoir une influence sur le fait de rester plus passif et d'essayer d'apporter, entre guillemets, la meilleure réponse possible, mais sans outrepasser son statut, entre guillemets? Voilà, ce sont des questionnements qui m'ont beaucoup taraudée. En pratique, je pourrais dire qu'une telle situation peut influencer donc l'élève, notamment concernant ses réponses à propos de ses pratiques de lire-écrire. Pour un élève face à une enseignante, il peut être difficile d'affirmer, par exemple, ne jamais faire ses devoirs ou venir peut-être avec peu d'enthousiasme au lycée. Or, il s'agit tout de même de mon objet central qui concerne directement le rapport à l'écrit. Et donc, un bon nombre de questions concernant la validité des questions, la validité des données sont nées de ces questionnements. Comment est-ce que je pouvais m'assurer ou mesurer l'influence de ce double statut sur les réponses de mes participants sur ces sujets? Je pourrais aussi mentionner qu'un élève pourrait éviter de mentionner certaines de ses langues, car il pense qu'à mes yeux, le français est plus prestigieux, doit être la norme. En tant qu'enseignante, j'ai constaté durant les séances que certains interviewés, ou en tout cas certains élèves, jugeaient négatif le fait d'employer des langues africaines en classe et avaient tendance à sanctionner les camarades lorsqu'ils employaient leur langue première. Donc, je me suis aussi questionnée là-dessus quant à leur choix aussi et leurs réponses à ce sujet durant les entretiens. Et puis enfin, un dernier point, il y a leur situation administrative également qui est précaire et qui peut aussi les encourager à tenir un discours qui favoriserait à leurs yeux l'obtention de leur diplôme, ou en tout cas qui ne risquerait pas de compromettre l'obtention d'un titre de séjour en France, donc leur projet. Et je précise que chaque année, en tant qu'enseignante, j'ai été amenée à rédiger des attestations dans le cadre de leur demande de titre de séjour. Donc, il s'agissait aussi d'un questionnement particulièrement important. J'en arrive au deuxième point qui concerne le fait que l'informateur est selon moi toujours maître des données collectées et produites. En tant que chercheuse, je peux certes influencer ou tenter volontairement et involontairement d'influencer le déroulement de l'entretien, mais il convient, me semble-t-il, de garder l'idée que l'informateur reste maître des données. Il est le seul, finalement, et on le disait hier, il me semble, à choisir si oui ou non il souhaite communiquer telle ou telle information et sous quelle forme. Or, ces choix peuvent être influencés aussi par ce double statut. En pratique, j'ai fait face à diverses situations. Je dirais que plusieurs interviewés ont refusé d'évoquer leur famille restée au pays ou leur parcours migratoire qui concernait des sujets trop douloureux ou en tout cas qui remettaient peut-être, qui correspondaient peut-être à une prise de risque du point de vue de leur situation administrative. Au contraire, j'ai fait face aussi à un des interviewés qui a nécessité 2 entretiens, puisque lors du premier, il m'a été impossible d'orienter l'entretien, tant il avait besoin d'être écouté, tout simplement, et de se confier quant à ses inquiétudes du moment. Et puis, certains élèves ont aussi refusé tout simplement ma proposition d'entretien. Et là, les raisons sont sans doute diverses, mais on peut se demander aussi, dans le cas en tout cas du lycée, d'un lycée professionnel au sein duquel on sait que les rapports ne sont pas toujours simples entre les enseignants et les élèves, du moins en France,
pour certains, ça peut être le cas. Donc, je me suis aussi questionnée quant au rapport à l'enseignant que ces élèves pouvaient avoir. Voilà, donc parmi ces exemples, on peut voir que le chercheur peut tenter d'orienter, certes, sa recherche, peut tenter d'orienter l'entretien, mais en dernier lieu, finalement, en bout de course, l'informateur reste le dernier à décider de la transmission ou non de telle ou telle information. J'en arrive au troisième point de cette première partie qui concerne les limites, ou en tout cas les risques. Il concerne donc mes propres représentations. Comme le dit Blanchet, le chercheur est également un individu socialisé à part entière. Je suis socialisée en tant qu'être humain, en tant qu'enseignante, en tant que jeune chercheuse, en tant que femme également. Et là, je reprendrai la métaphore de lentille qu'utilisait Diane Rebel tout à l'heure. Donc, j'ai moi aussi mes représentations. Et je peux aussi avoir mes propres représentations au sujet de l'interviewé. Je peux le percevoir en tant qu'élève et je peux être influencée par des attitudes passées, une implication plus ou moins forte dans mes cours. Je peux aussi être influencée par les discours de certains collègues qui m'ont éventuellement parlé de certains élèves avant de me les confier en entretien, par exemple. Alors sur ce point, je ne vais pas m'attarder très longuement, mais je pense simplement qu'on ne peut pas prétendre tout simplement pouvoir tout contrôler, ni avoir même conscience de toutes nos représentations, quel qu'en soit le contexte et quelle que soit la relation entretenue avec l'informateur. Je crois que l'objectif est plutôt d'adopter autant que possible une posture réflexive, on en a beaucoup parlé jusqu'à présent, tout au long de l'étude, tant durant la phase de collecte de données que durant l'analyse. Et puis l'expliciter peut-être, essayer de diverses façons. Hein. On a parlé du carnet de bord, de diverses façons de le faire, mais en tout cas, l'expliciter peut être un bon début. Et puis, le travail en équipe, les études complémentaires, utiliser peut-être les méthodes mixtes aussi, peut être un bon moyen, à mon avis, de compenser, en tout cas, certaines de nos représentations et notre subjectivité en tant que chercheur. Pardon. Alors, j'en arrive à la deuxième partie qui concerne les conséquences plutôt heureuses, il me semble, de cette relation et de ce contexte. Le premier point concerne la confiance. Comme je disais précédemment, d'un côté, oui, cette double casquette peut être un risque. Il y a effectivement la subjectivité, les aspects affectifs qui entrent en jeu et qui sont bel et bien présents et qui peuvent être orientés ou accentués par mon double statut. Mais il me semble qu'il y a des biais aussi qui peuvent être perçus d'un point de vue plus positif. Et il me semble qu'en tant que chercheur, on peut aussi tenter de dépasser l'idée selon laquelle un biais, et le terme n'est pas sans connotation négative, est forcément un problème. C'est l'idée aussi de cette deuxième partie. Je voudrais vous montrer en 3 points que ces biais peuvent aussi constituer des forces durant nos recherches. Alors, concernant la confiance, alors, le premier point, c'est que selon moi, dans le cas de ma recherche de doctorat, elle évite, selon moi, en tout cas cette casquette d'enseignante, de conserver les côtés parfois intimidants de l'enquêteur, qui correspond finalement pour l'interviewé, et ici l'élève, qui est un inconnu finalement, qui pose des questions avec lequel on se retrouve en tête-à-tête, d'autant plus pour des MNA ou des élèves allophones qui ne sont pas toujours à l'aise en français et qui souvent associent ce type d'entretien, du moins pour les MNA, à se passer avec les autorités françaises et je sais qu'ils en ont passé à plusieurs reprises. Alors en pratique, je dois bien admettre que lorsque j'ai présenté mon travail de recherche dans plusieurs classes de l'établissement, je me suis beaucoup appuyée sur ce statut d'enseignante pour que les élèves puissent me situer dans l'établissement et que l'entretien leur semble moins intimidant. Alors, il s'agissait certes d'un risque, car comme je le disais précédemment, les élèves ont aussi leur représentation de l'enseignant, particulièrement dans un lycée professionnel qui était aussi dans une zone qu'on appelle ZEP, donc d'éducation prioritaire. Mais je pense que ça a été finalement plutôt un avantage, car je faisais en quelque sorte partie de leur réalité, de leur quotidien. Et il est plus simple, selon moi, de se laisser aller, de se confier à un visage familier, une personne du moins que l'on peut situer dans un contexte que l'on connaît, dont on connaît en tout cas un minimum du code, le fonctionnement. Il me semble que c'était plus simple. Alors, en me percevant aussi comme étant enseignante, il aurait été plus simple de saisir l'objet de mon étude, à mon avis, et mes motivations,
J'ai remarqué notamment qu'en début d'entretien, lorsque les interviewés me posaient des questions au sujet de mes motivations, des objectifs de mon étude, ils comprenaient beaucoup plus rapidement finalement pourquoi j'avais intérêt à mener cette étude, puisque l'objet de l'étude est directement lié à mon activité en tant que praticienne, en tant qu'enseignante. Il a été donc plus simple pour moi, durant les entretiens, d'aborder aussi certains thèmes particulièrement sensibles, tels que la famille, les parcours scolaires et les parcours migratoires. Il a été plus simple aussi d'obtenir l'accord écrit de ces élèves, puisqu'ils me connaissaient, ils m'identifiaient. Ça comporte aussi donc, des avantages particulièrement importants. Et à ce propos, d'ailleurs, je précise que nombreux ont été les interviewés à signer les autorisations sans souhaiter même les lire, sans vouloir vérifier mes propos oraux concernant les objectifs de l'étude, mes engagements, la protection de leurs données. Et pourtant, il s'agissait d'un point sensible pour beaucoup qui étaient mineurs isolés et dont la situation administrative était particulièrement précaire. Un exemple éloquent est que l'un d'entre eux a même précisé que s'il ne m'avait pas connue précédemment en tant qu'enseignante, il n'aurait très certainement pas accepté de participer à cette étude, de peur que cet entretien puisse nuire en fait à l'obtention d'un titre de séjour en France. Il avait aussi très peur de devoir aborder des sujets difficiles, des épisodes traumatisants de son parcours. Et je crois que grâce à cette relation de confiance, il a pu accepter tout en sachant que je serais respectueuse de ses choix de parler ou de garder le silence selon les sujets. Voilà, il s'agissait de ce premier point et j'en viens au deuxième qui concerne la connaissance du contexte. Et je dirais qu'au vu de mon expérience dans cet établissement durant 4 années, je peux dire que je connais davantage le contexte, le terrain de recherche qu'un intervenant extérieur, qu'un chercheur extérieur, sans pour autant le connaître totalement et tout en gardant à l'esprit, bien sûr, que j'en ai aussi, moi, mes représentations, que ça comporte également des biais, bien entendu. Mais je dirais aussi que le côté avantageux, c'est que j'ai accès en quelque sorte à une sorte d'arrière-plan qui permet d'arrière-plan du discours en fait, des interviewés, qui me permet aussi de vérifier en quelque sorte la cohérence des informations et des données qui me sont confiées lors des entretiens. Alors, ça ne me permet pas forcément de vérifier de manière absolue, mais ça me permet du moins de pouvoir recroiser les informations et les données et de voir s'il y a effectivement une certaine cohérence. Alors, d'un point de vue aussi, c'est le dernier point pour cette partie, c'est que d'un point de vue organisationnel, forcément, et Diane Ridel le disait aussi, c'est que cela a facilité grandement l'obtention des autorisations, les prises de contact, le ciblage des interviewés. J'avais plus facilement accès aux emplois du temps. J'ai pu m'appuyer aussi sur le soutien de collègues qui ont joué le rôle de contact relais, ce qui est non négligeable à mon sens, notamment lorsqu'on souhaite mener une recherche en contexte éducatif dans le public. Parfois, les autorisations officielles et du public peuvent être très longues à obtenir et j'admets que ma position en tant qu'enseignante a grandement facilité les choses. Et je ne vous ai pas affiché le slide, autant pour moi. Alors, je vous présente aussi, enfin, en dernier point, c'est la pérennité de la relation. Et l'appel à la communication a beaucoup attiré mon attention sur ce point, puisqu'il l'évoquait. Il me semble que la pérennité de cette relation est aussi précieuse par rapport à une relation informateur-chercheur, avec un chercheur qui est totalement extérieur à l'environnement de l'informateur et qui lui est totalement inconnu. Il me semble que ça inscrit l'entretien dans un contexte plus large et dans l'avenir, ça permet aussi d'autres collaborations. De fait, comme je le disais plus tôt, je suis toujours en contact avec la majorité des interviewés, particulièrement avec ceux qui ont participé à mes cours. Et j'ai donc d'autres projets en tête, pas tous purement scientifiques, mais certains oui. Et ces anciens élèves sont déjà très enthousiastes à l'idée de pouvoir collaborer avec moi à nouveau. Donc, il s'agit selon moi aussi d'un avantage précieux, voilà, d'un point précieux et de pouvoir envisager d'autres collaborations qui me permettront peut-être aussi de vérifier certaines données ou de les voir, en tout cas de voir leur évolution dans le temps. Voilà, ce sont des pistes d'approfondissement. J'en arrive, je ne sais pas si je suis dans les temps, je n'ai pas beaucoup regardé. Il nous reste 1 ou 2 minutes pour avoir un petit temps de questions ensuite. D'accord, bon, parfait. De toute façon, j'en suis à la conclusion. Donc, en conclusion de cet exposé, je dirais que certes, les enjeux méthodologiques et éthiques liés à la relation chercheur-informateur ne peuvent en aucun cas être niés. Et cette double casquette les questionne beaucoup. Ça questionne la validité des données,
collectée et produite, et donc la qualité de la recherche menée. Ma double casquette peut certes présenter certaines limites, nous l'avons vu, mais elle peut aussi constituer un véritable atout. Je crois qu'en tant que chercheurs, nous devons aussi tenter de dépasser le constat des biais, des risques, de la subjectivité, et tenter aussi de les appréhender peut-être différemment et d'en percevoir le côté positif que l'on peut en tirer. Et comme le disait tout à l'heure Marjorie, qui m'a aussi beaucoup fait réfléchir lors de sa prise de parole, c'est que même si on est extérieur finalement à notre terrain de recherche, cela ne veut pas dire qu'on est neutre. Et le risque est double, puisqu'effectivement, lorsqu'on est extérieur, on a tendance à penser qu'on est neutre et à ne pas forcément adopter une posture réflexive. Et je crois que c'est un point, je crois, qui va beaucoup nourrir mes réflexions, en tout cas, et je remercie à nouveau la prise de parole de Marjorie et Isabelle précédemment. Je terminerai donc cet exposé très très rapidement par des questions qui concernent bien sûr la subjectivité et les aspects affectifs. Je crois que toute recherche en comporte, et finalement, n'étant pas plus investi lorsqu'on l'est aussi émotionnellement, c'est une question qu'on peut peut-être se poser. Et être investi de cette façon peut aussi orienter la recherche, mais ça peut aussi être une source de motivation en tant que chercheur. Voilà, je m'arrête là. Je vous propose une bibliographie qui est non exhaustive, bien évidemment, et mon contact dans le cas où vous souhaiteriez me recontacter ultérieurement. Il me reste qu'à vous remercier pour votre attention et j'ai hâte d'avoir vos retours et vos questions.